Salin Holidays vous fait voyager avec Breton d'ailleurs. Муровой травой до поля украшена, ой, люли, до поля украшена, все цвета. Добрый день, bienvenue en Biélorussie, bienvenue à Minsk, à cheval sur l'une des statues mythiques de la capitale, de Vladimir Jbanov. Il y a beaucoup de ces statues à travers la capitale biélorusse. Vous allez voir que beaucoup d'enfants grimpent sur ces statues d'ailleurs. Mais on va commencer par le marché, un marché très animé, c'est le marché principal de la capitale. Bon, et ensuite on va visiter le pays. Bon, évidemment ici il n'y a pas beaucoup de Bretons, c'est un petit pays enclavé. Mais on en a trouvé un en tout cas, au moins. Allez, c'est parti. Propre, soigné, même engageant, le marché central de Minsk donne un premier aperçu plutôt sympathique de la ville. Et de cet état enclavé entre l'Ukraine, la Lituanie, la Lettonie, la Pologne et la Russie. Car les fleurs, fruits, légumes et champignons sur les étals proviennent non seulement du Bélarus, mais aussi des anciennes républiques soviétiques voisines. Quant aux poissons, des carpes, dont les conditions de vie interrogent, elles ont été pêchées dans les lacs de ce pays que l'on appelle aussi le pays aux yeux bleus, en référence à ses très nombreuses étendues d'eau. Une visite du marché ne serait pas complète sans goûter aux produits locaux, bien sûr. Le miel au sarrasin, le kvass, une boisson à base de pain fermenté, et puis ceci. C'est du gras, oui. Et tu manges ça comment? Comme ça, cru. Là, c'est gras, ouais. Ouais. Mais c'est bien avec du oignon, les frais, aux pommes de terre. Cette ambiance chaleureuse, familiale et très tenue se prolonge un peu plus loin, sur la place de la Liberté, qui accueille désormais tous les samedis de l'été des concerts et des animations en tout genre, où l'on peut également goûter aux spécialités culinaires, tout en appréciant l'architecture restaurée au soleil couchant. Pour une atmosphère plus animée et plus branchée, rendez-vous dans la rue d'Octobre, totalement relookée depuis 2014. Fresques de street art, bars éphémères, cafés stylés et connectés, preuve qu'il y a une certaine ouverture depuis peu. La culture alternative, la haute technologie et le sport serait-il devenu le nouveau triptyque de l'indéboulonnable président biélorusse, Alexandre Loukachenko, à la tête du pays depuis 25 ans? En tout cas, un quartier post-soviétique est désormais totalement dédié aux start-up, à l'informatique et aux jeux vidéo. Alors que complexes sportifs et terrains de football se multiplient, ainsi que vélos et trottinettes électriques, en libre service ou non. Si le sport semble très présent dans la vie des Minskois, c'est le cas aussi de l'art et de la culture. Comme on atteste la transformation d'anciens organes du pouvoir communiste en lieux culturels. Le plus emblématique étant la reconversion de l'imposant palais de la République sur la place d'Octobre en salle de concert. Cette ville de 2 millions d'habitants compte aussi plus d'une trentaine de théâtres, ce qui est beaucoup, dont celui-ci, qui accueille depuis plus de 20 ans des comédiens francophones, sous la direction de Fabrice. Ce Français a choisi de s'installer à Minsk juste après l'indépendance, par passion pour l'école de théâtre soviétique. Moi, j'étais étudiant en théâtre en 1993 dans les conservatoires parisiens et des cours privés parisiens. Et j'ai eu l'opportunité de venir découvrir la Biélorussie. J'ai entendu parler de l'école théâtrale qui existait à Minsk, l'Académie des Arts de Minsk. Ça m'a beaucoup intéressé. Et bon, j'étais un petit peu jeune, je ne parlais pas encore russe, mais le théâtre m'intéressait plus que tout. Et donc, je suis venu découvrir le pays, en fait. Et quand je suis arrivé en Biélorussie, j'ai vraiment découvert une école différente. Ce que nous, on appelle l'école théâtrale soviétique.
C'est l'héritage du travail et des recherches de Stanislavski, donc, qui est un grand metteur en scène et directeur d'acteurs russe, qui a révolutionné le théâtre à la fin du 19e siècle. Et pendant la période soviétique, Stanislavski est resté en URSS. Toutes les écoles en fait, qui existent en Biélorussie, en Lituanie, à Moscou, à Kiev, en Géorgie, au Kazakhstan, sont sur le même modèle en fait. C'est un système éducatif qui est construit et qui s'organise en fait un petit peu comme l'avait souhaité Stanislavski à l'époque. Fabrice nous explique en quoi consiste ce système, appelé aussi méthode Stanislavski. Le comédien, c'est un instrument en fait, et donc pour pouvoir bien jouer de son instrument, il faut maîtriser son instrument. Donc ça commence évidemment avec un travail sur le corps. Donc nous on a des cours de danse, des cours d'acrobatie, des cours de combat, des cours d'escrime, des cours de jonglage. Après on a des cours pour fusionner tout ça. On a des cours aussi de chant, donc des cours de chant individuels, des cours de chant collectif et des cours de piano aussi individuels. Donc un gros travail sur la musique, le corps. Et en fait, ça, c'est une des bases, numéro 1. Puis la deuxième base, c'est d'apprendre à être vivant. Donc peut-être une des différences qu'on peut dire, c'est qu'on ne commence pas par du Rachmaninoff, des textes de Racine, des textes de Molière. On commence par des pièces quasiment d'improvisation, en fait, où l'essentiel est surtout d'être vivant sur le plateau. C'est un peu pour tout ça que Pierre est venu ici. Ce journaliste reporter d'images français a choisi ce stage d'été au rythme effréné de 6 jours de cours par semaine par simple curiosité. Mais il accroche. En fait, moi, je suis quelqu'un d'assez curieux. Au début, l'idée de Biélorussie, cours en russe, traduit, m'a vraiment plu. Et en fait, c'est vraiment parce que c'est le côté intensif qui m'a beaucoup plu, c'est-à-dire vraiment pouvoir essayer de comprendre une compétence, donc qui est là par exemple la compétence d'acteur, sur 1 mois de manière extrêmement intensive. C'est quelque chose qui m'a beaucoup attiré. Je pense aussi que ça peut m'être utile dans mon métier parce que souvent on doit donner des conseils aux personnes, comment s'exprimer devant une caméra, donc il peut y avoir un peu des petits trucs sur le regard, sur la préparation qui peuvent m'aider. Après, je pense que c'est plus quelque chose... j'ai plus découvert une passion, je pourrais dire. Ouais. J'ai plus découvert quelque chose qui me plaît vraiment beaucoup. Une nouvelle passion et compétence qu'il va peut-être exporter à nouveau en Bretagne, où il a déjà vécu dans une vie antérieure. Je suis provençal, mais j'ai vécu en Bretagne pendant 1 an. J'étais tourneur-fraiseur à Saint-Malo, à l'entreprise ECMB. Et j'ai aussi travaillé en parallèle, je travaillais aussi à l'usine Komaboko, qui fait du surimi à Saint-Malo. C'est une des plus grosses usines de surimi de France. À la base, j'ai fait une prépa Hippocagne-Cagne. Et après, en fait, j'ai eu des problèmes d'argent, en gros, dans ma famille. Et du coup, j'ai dû travailler très vite. Et donc, j'ai arrêté ma prépa au milieu et je suis parti. Et à ce moment-là, je cherchais du travail. Du coup, à Paris, c'était compliqué. Je dépensais beaucoup d'argent parce que je faisais ma prépa à Paris pour me loger. Enfin bref, donc du coup, je cherchais un endroit où aller. Et en fait, la Bretagne, ça m'a toujours énormément attiré. En fait, j'ai trouvé en Bretagne une région où il y a beaucoup de spiritualité. Enfin, c'est très subjectif, mais j'ai vraiment trouvé un endroit où je pouvais vraiment penser, où je pouvais vraiment, quand je partais par exemple marcher dans la nature, où je trouvais ça très inspirant. Et c'est une période où j'avais besoin de calme, où j'avais besoin de beaucoup réfléchir à ce que je voulais faire, à peut-être faire aussi un petit bilan de ce que j'avais déjà fait. Et la Bretagne, ça m'a vraiment aidé à faire ça. Et c'est vrai que j'ai trouvé vraiment une région avec beaucoup de valeurs, beaucoup de personnes qui ont une identité très forte. Et ça m'a beaucoup plu en fait. Comme dans beaucoup d'ex-pays communistes, l'âme slave vibre par la culture et l'art. Peut-être aussi pour conjurer et oublier un passé souvent lourd. Petit pays de 10 millions d'habitants, au carrefour de l'Europe et de la Russie, la Biélorussie n'a cessé d'être traversée, occupée et détruite. À 90% même, lors de la Seconde Guerre mondiale. Les traces de cette histoire douloureuse sont nombreuses. Le mémorial Khatin, à la sortie de Minsk, est un exemple émouvant de ces blessures du passé. Ce village a été rayé de la carte en 1943, à la façon d'Oradur-sur-Glane. Et ce fut le cas de plus de 9000 autres villes et villages. Ici,
en représailles à une attaque de partisans, les SS ont massacré 149 civils, dont 75 enfants. Seul un adulte a survécu. Ils ont brûlé chacune des 26 maisons de ce village, symbolisées aujourd'hui par 26 monuments, dotés d'une cloche qui tinte toutes les 30 secondes, jour et nuit, depuis des années, pour ne jamais oublier. Avant les Allemands, au XXe siècle, d'autres peuples ont occupé ce pays. Les Slaves de la principauté de Kiev, tout d'abord, au Xe siècle. Au XIIIe, le grand-duché de Lituanie s'empare du territoire, dont le beau château de Myre est une relique. Viennent les Polonais au XVe, puis les Russes au XVIIIe siècle, qui lui ont imprimé sa marque la plus durable, notamment lors de la création de l'URSS. Cette nostalgie soviétique perdure, et l'on cultive la mythologie de la résistance et du héros de l'armée rouge, avec des tanks, des missiles et des avions militaires plantés à maints endroits dans le pays, tels des monuments, comme ici sur la ligne Staline, où le visiteur peut en prime s'essayer au tir à la Kalachnikov. Dans la capitale, cette nostalgie soviétique s'exprime notamment dans ces anciens immeubles staliniens, parfaitement restaurés. Même si la tendance est aujourd'hui à la reconstitution, à l'identique, d'un patrimoine plus ancien, non soviétique, et à l'émergence de quartiers résolument postmodernes, comme celui de Mayak, tout juste sorti de terre, assorti d'un très américain centre commercial géant, Dana Mall, juste en face de l'imposante Bibliothèque nationale, créée en 2006. Comme si le pays cherchait, après avoir joué la carte de la russification peu après son indépendance en 91, à s'éloigner du grand frère russe, à mesure que les rumeurs d'un possible rattachement réapparaissent de façon plus nette, à l'approche de la fin de mandat de Vladimir Poutine en 2024. Xavier, attaché de coopération à l'ambassade de France, est chercheur et spécialiste de la Russie où il a vécu 20 ans. Désormais en Biélorussie depuis 5 ans, ce Brestois, notre seul Breton, pur beurre, nous a éclairés sur cette question et d'autres, en nous rappelant le contexte. On le retrouve dans son nouvel appartement qui donne sur l'avenue de l'Indépendance, la principale de Minsk, non loin du siège du KGB. Le Bélarus étant le seul pays de l'ex-URSS à avoir conservé ce nom sulfureux. Xavier est en train de mettre la dernière main à un ouvrage de recherche au nom tout trouvé. Le volume qu'on prépare justement actuellement avec les collègues bretons, russes, tatars, etc. concerne cette question des identités. Donc le volume s'appelle De Brest à Brest. L'objectif de cet ouvrage, c'est de se poser enfin la question du décalage qui existe entre les regards que l'on a à l'ouest de l'Europe et à l'est de l'Europe. Et pourquoi ce titre de Brest à Brest? Donc Brest en Bretagne, avec tout ce qui va avec de questions justement sur les identités. Actuellement, le modèle républicain de la citoyenneté à la française, il est remis quelque part en cause avec la formation des identités culturelles, les revendications d'identité régionale, en Corse, Bretagne, etc. Et en même temps, en Russie, on a aussi donc Brest-Litovsk ici en Biélorussie. Il y a d'énormes différences dans les perceptions. Ouais. C'est un modèle qui est différent, c'est un modèle qui ne repose pas sur le contrat. C'est un modèle qui renvoie à la nationalité charnelle. On est porteur d'une langue, on est porteur d'une culture. Donc moi, le breton, je ne le parle pas. Alors qu'en Russie, vous vous promenez dans un village tatar, tout le monde parle tatar. Et ce n'est pas du reconstruit. Le projet de Loukachenko actuellement de renforcer la langue biélorusse, qui avant était un petit peu mise à l'écart et considérée comme secondaire. Et là, il essaie, dans le contexte d'une pression de la Russie, pour affirmer l'indépendance de la Biélorussie, de mettre en avant cette langue biélorusse, qui était très proche du russe. Est-ce que si un référendum dans ce sens passait sur est-ce que vous voulez intégrer la Russie, est-ce que ça passerait ça? Je pense que ça passerait pas. Ça passerait pas. À l'époque, ça aurait pu passer. Là, maintenant, je pense pas. Vu ce qui se passe en Russie, c'est vrai qu'on est ici en Biélorussie dans une société qui est plus européanisée.
Et justement, est-ce qu'un rapprochement avec l'Union européenne, ça serait envisageable? Oui, alors, là aussi, c'est la grande question. Les Russes ne l'accepteront jamais parce qu'on a cette histoire impériale qui s'est prolongée à l'époque soviétique et qui fait que non seulement pour Poutine, mais pour la majorité des habitants de Russie, les Biélorusses sont considérés comme des cousins très proches des Russes, parce qu'ils sont russophones, parce qu'ils ont ce lien historique. Donc oui, rapprochement avec l'Union européenne, mais il faut savoir comment le faire. Et pas proposer une alternative. On ne peut pas leur dire c'est soit la Russie, soit nous. Ça ne passera jamais. Donc évitons de reproduire l'erreur qu'on a, à mon avis, faite en gérant la crise ukrainienne. Vous êtes tellement bien ici que vous comptez peut-être y rester après parce que votre mission s'achève bientôt. Bientôt, voilà, donc j'envisage plusieurs solutions. Je vais voir ce qui me sera proposé. Mais une des possibilités serait peut-être de rester ici en Biélorussie et de monter un projet. Alors bon, culinaire, culturel, économique, je ne sais pas encore, mais bon, je réfléchis. Crêperie. Pourquoi pas, une crêperie. Vous êtes en train d'essayer. J'essaie de faire des crêpes avec la évident. farine biélorusse, qui n'est pas évident, non. Pour éviter d'avoir importé la farine de Bretagne, voilà. Mais voilà, c'est pas forcément gagné. C'est une farine au sarrasin aussi. Tout à fait, c'est une farine de sarrasin, mais qui est plus fine, donc ça colle moins bien. Donc, il faut s'entraîner encore. Voilà, c'est ça. Donc, votre vie est un peu ici, parce que vous avez une petite fille. J'ai une petite fille qui est ici. Votre compagne est aussi biélorusse. Tout à fait. Là, pour la suite, voilà. Donc vous pensez rester encore quelques années J'aimerais bien. Avant de revenir en Bretagne, quand même, un peu? Grande question. Vous y retournez? Oui, j'ai mon frère qui est à Pouldreuzy, que je vais régulièrement, prendre un peu d'oxygène. Bon, ça doit vous manquer. Ça manque, La mer Ça bretonne. manque. Parce qu'ici, il n'y en a pas beaucoup. Hein. Non, là-dessus, on est un peu en manque. On est en manque. Comment alors, si vous avez envie d'eau, de mer? On a la Baltique qui n'est pas très très loin, mais bon. Sinon, on essaie d'oublier en se plongeant dans l'eau froide sur le lac Komsomolsk ici à Minsk. On se dit que voilà, on se baigne et qu'on a le choc thermique. Mais on n'a pas le sel dans l'eau. C'est pas ça. C'est quand même pas ça. La natation en eau froide, Xavier la pratique avec un autre collègue de l'ambassade, un quart breton, et ayant fait ses études en Bretagne. Alexandre, le premier conseiller, arrivé ici en 2015. Avec des collègues de l'ambassade de France, nous avons décidé de créer une petite équipe de natation d'hiver. La natation d'hiver, qu'est-ce que c'est? C'est un sport tout simple qui consiste à nager dans l'eau glacée. Donc la température de l'eau doit être en dessous de 5 degrés pour être considérée comme de la natation d'hiver. L'avantage pour nous, c'est que la saison est assez étendue en Biélorussie. Elle commence à la mi-octobre et puis elle peut aller jusqu'à la fin du mois d'avril. Et on pense que ce serait une très belle initiative d'initier quelque chose de novateur en passant le jour anniversaire du passage de la Bérésina, en organisant une course de natation d'hiver avec des amateurs, voire des professionnels. La Bérésina, c'est un fleuve assez important en Biélorussie. C'est un fleuve assez tumultueux, donc il y a parfois du mal à être pris dans les glaces. Voilà. Pour les Français, c'est un synonyme de catastrophe absolue. Hein. C'est la Bérésina. C'est une Bérésina signifie un échec patent. C'est également le symbole de cette campagne de Russie. Toutes les douleurs de la Grande Armée sont portées à leur paroxysme. D'un autre côté, la Bérésina et la ruse stratégique de Napoléon peuvent être considérées comme une victoire qui a permis de sauver ce qui pouvait être sauvé. Le but des Russes était de capturer Napoléon. Napoléon n'est pas capturé et peut continuer sa marche vers Vilnius. C'est d'ailleurs pour Napoléon qu'Alexandre a choisi Minsk.
Une des raisons qui m'a conduit à Minsk, c'est ma passion pour l'histoire napoléonienne. La Biélorussie est un pays qui abrite maints sites napoléoniens liés à la campagne de 1812. Mais Napoléon peut être considéré comme une rockstar. N'ayons pas peur des mots. En tout cas, c'est une figure extrêmement appréciée, véhiculée dans beaucoup de portraits, d'images. Et les Biélorusses, voilà, se targuent d'être un pays où Napoléon finalement a passé pas mal de temps. Vous avez des traces plutôt rigolotes. En Biélorussie, vous avez un village qui s'appelle Paris, qui a priori, seule la légende peut le confirmer, mais qui a priori aurait été fondé par les soldats napoléoniens sur la route Allée. Et sinon, dans les marques durables laissées par les troupes napoléoniennes, des soldats ont fait souche ici. Lui n'a pas encore fait souche, car le premier conseiller est un marin avant tout. Au terme de mes études parisiennes, j'ai réussi un concours d'officier de marine qui m'a permis de découvrir en profondeur la Bretagne, puisque j'ai fait une partie de ces études sur le site de l'école navale de Lanvéoc-Poulmic, dans la rade de Brest, principalement entre 2004 et 2005, avant de faire ma deuxième partie de formation à bord du navire-école Jeanne d'Arc. Et au terme de ce passage de plus de 7 ans dans la marine nationale, j'ai passé un des concours de la diplomatie française. Il y a des points communs dans le fonctionnement, notamment structurel, entre un bateau, un sous-marin et une ambassade. On va dire que la structure organique est assez similaire. Les diplomates et les agents du ministère des Affaires étrangères sont, tout comme les marins, soumis à de nombreuses astreintes, à de nombreux sacrifices, notamment au plan personnel ou familial. Et me voici ici, désormais à Minsk, en Biélorussie. La métaphore navale pourrait correspondre aussi à ce pays qui, tel un bateau, tire des bords entre l'Occident et l'Orient, entre l'Europe, incarnée par la Pologne voisine, et la Russie de Vladimir Poutine, dans une forme de « en même temps » finalement très universelle, à voir ces emblèmes américains au sommet d'édifices staliniens. Le pays jongle avec ses contradictions et les assume. Peine de mort d'un côté, presse assez libre de l'autre. Une ouverture vers le tourisme, la Chine et le libéralisme, mais aussi, encore, une économie largement agricole à la remorque de la Russie, avec un chômage inexistant, mais des salaires très faibles, aux alentours de 1000 roubles en moyenne, insuffisant pour retenir les ingénieurs les plus doués. Enfin, cette terre orthodoxe où l'on glorifie l'artisanat et le monde paysan, et où l'on construit et restaure les églises, cette terre est aussi un paradis du jeu et du lucre, et des casinos qui attirent une clientèle russe qui n'est plus autorisée à jouer chez elle. On quitte Minsk et ses nombreux parcs pour la vraie campagne, direction l'ouest. Les kilomètres défilent dans un paysage plat et un peu monotone, fait de plaines et de champs de pommes de terre, de betteraves et de céréales. C'est un pays de marécages et d'eau aussi, qui compte quelques 10 000 lacs et 4 parcs naturels. La première forêt primaire d'Europe se trouve ici, connue pour ses chênes millénaires et ses animaux, ours, cerfs, loups, dont beaucoup visibles dans des enclos, et bien sûr les bisons, les aurochs, l'emblème national. C'est d'ailleurs une statue de bison qui marque la limite entre la région de Minsk et celle de Brest. Brest, ville de 360 000 habitants, aujourd'hui bien restaurée, est célèbre notamment pour son traité, le traité de Brest-Litovsk, signé au sortir de la Première Guerre mondiale, en 1918, par l'Allemagne et la Russie bolchevique, lequel traité assigna à l'Allemagne de vastes territoires, dont la Biélorussie, et fit passer Brest sous tutelle de la Pologne. Les Allemands ont décidément laissé un mauvais souvenir dans cette ville, puisque 25 ans plus tard, lors de la Seconde Guerre mondiale, ils y ont décimé une communauté juive vieille de 600 ans, constituant les 2/3 de la population. Le symbole de l'assaut des troupes allemandes et de la résistance héroïque des soviétiques,
C'est la fameuse forteresse de Brest, devenue un mémorial. On se trouve donc dans ta ville natale, Brest, Oui. qui s'appelait donc Brest-Litovsk. Oui. Et ici, c'est le site le plus emblématique de Brest. Pourquoi en fait? On l'appelle la forteresse. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Brest est surtout célèbre par la forteresse parce que dans la forteresse de Brest, la garnison, le 22 juin 1941, a rencontré les premières attaques de l'ennemi, des nazis, et a lutté, étant ici dans les casernes de la forteresse pendant plus qu'un mois. L'héroïsme des défenseurs, nous respectons beaucoup et nous avons fait construire au milieu des années 70 ce mémorial dont les figures, vous voyez ici, la baïonnette, l'homme qui représente les défenseurs, l'héroïsme, le courage surtout, et la statue le plus importante, à mon avis, s'appelle Soif. C'est le soldat qui va grimper vers l'eau. Le problème était la soif, l'eau. Ils étaient assoiffés. Oui, l'eau était à côté. Vous voyez, derrière moi, il y a une caserne qui est tout près de l'eau, tout près de la rivière. Et les soldats, ils ne pouvaient pas prendre de l'eau dans la rivière parce que la forteresse était encerclée. Les nazis étaient partout. Il y avait les projecteurs. La nuit comme pendant la journée, on pouvait voir tout. Ils tiraient sur les soldats qui essayaient de prendre de l'eau dans la rivière. Tu sais que Brest en Bretagne a aussi été attaqué pendant la guerre, totalement rasé. Est-ce que tu connais Brest en Bretagne? Est-ce qu'il y a des points communs? Ça a le même nom. Je suis jamais venue, c'est mon rêve, venir voir, parce que j'ai travaillé beaucoup avec des touristes de Brest, les Bretons, mais c'est la seule région de la France que je ne connais pas. Et je veux y aller absolument, j'aime la France et ce sont mes projets. À l'avenir très près, proche, pour aller voir Brest. Voilà, ainsi se termine notre voyage en Biélorussie, à Brest, forcément, l'ancienne Brest-Litovsk. Et on va rejoindre notre Brest, en Bretagne. Vous vous souvenez de l'ouvrage de Xavier, de Brest à Brest? Eh bien, on va faire la même chose, et en train, parce qu'on peut tout à fait rejoindre Brest-Litovsk à Brest en Bretagne. Bon, évidemment, c'est un peu plus long que l'avion. Ça prend au total 30 heures, 26 heures pour rejoindre Paris. Ensuite, on saute à la gare Montparnasse, 4 heures, comme vous le savez. Pour rejoindre Paris, ça coûte 230 € seulement, je pourrais presque dire. En tout cas, c'est le slow travel et ça vaut le voyage. Allez, je vous dis à la prochaine fois. Je ne vais pas rater mon train, il n'y en a qu'un par semaine, c'est le mardi, c'est aujourd'hui. Et comme on dit ici, da babachenia en biélorusse. Ciao, ciao! Salin Holidays vous a fait voyager avec Breton d'ailleurs.